Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Tout de suite, le journal radio RVPB du 68e Festival de Cannes pour l'émission Reportage VIP. Alors d'aujourd'hui, journée exceptionnelle, vendredi 22 mai 2015. Alors je suis en direct toute la journée depuis le Palais des Festivals et en podcast bien sûr pour ce journal radio. Donc vous allez avoir un journal très complet aujourd'hui. Avec le descriptif de tout ce qui s'est passé dans cette journée du 22 mai. Alors la journée débute déjà à 8h30 avec le film en compétition Chronique de Michel Franco. C'est son 4e film à son actif après Daniel et Anna en 2009, After Lucia en 2012 et Los Ojos en 2013. Alors parlons donc de ce film Chronique en compétition aujourd'hui au Festival de Cannes. Concernant le synopsis, aide-soignant, David travaille auprès de personnes en phase terminale. Méticuleux, efficace et passionné par son métier, il noue des relations qui vont bien au-delà du cadre médical et instaure une véritable intimité avec ses patients. Mais dans sa vie privée, David est inefficace, maladroit et réservé. Il a besoin de ses patients tout autant qu'ils ont besoin de lui. Et concernant les acteurs et actrices de ce long métrage, Tim Roth joue David, Robin Bartlett joue Martha, Michael Christopher joue John, Sarah Sunderland joue Nadia, Nalia Norvind joue Laura et Rachel Pickup joue Sarah. Alors donc cette projection a eu lieu ce matin à 8h30 et il y avait une seconde projection aujourd'hui à 22h. Alors la conférence de presse de Chronique s'est tenue à 11h ce matin, nous étions présents. Je vais vous laisser écouter deux parties deux extraits de cette conférence de presse avec justement Michel Franco au micro ainsi que Tim Roth. An important, loving member of the family is sick. So things get complicated, you know. That's life, and miscommunications and all those things. I wanted to make an objective portrayal of how complicated those moments of life are, and how this stranger lives through that and helps not only in his medical duties but also gets involved in the personal matters. And Tim Roth, bravo to your performance. It's very unusual. And could you comment on how you play this contained emotion? It's unusual for you as well, this role. Yeah, it's no jumping around. I didn't really know initially when I read the script with communication about it for a while. I didn't quite know how to go about it, but when we were researching, I don't know if I'm doing this properly. When we were researching the nurses, many of them, and also people who studied hospice and studied the end of life issues, and I kind of gleaned the character from those meetings. You know, found my way into it through that, and it was. And then it's kind of stripped bare. It's a non-vanity film. It's very much leave your ego at the door, and kind of portrayal. You kind of I was worried that the fact of me being in the middle of it would distract from the subject and from the kind of filmmaking that Michel does. That worried me, so I kind of stripped myself away as much as possible. But I'm not a Methodist actor, as I call him. I don't do that stuff. But it's just very quiet. He was a very quiet guy. And I found my way through with him. It was very disturbing to play, I must say. Trust me up if you think it's very personal in terms of the feeling that I had after this nurse, Beatriz, that took care of my grandmother. She even showed up after she died, you know, to see the family again. So, you know, I asked her, for how many years you've been doing this? More than 20 years. So how many people dear to your heart, because my grandma was dear to her heart, have passed away? And she just smiled very sadly. So, you know, I thought I'll make a movie about that. You know, but we all know it's there at some point. We're gonna face it in a
best or worst way. Somebody said through the shooting, was it you? I'm not sure if it was you or someone else, that if somebody would be ill, the best nurse he could have would be Tim Roth, like, you know, taking care of. So, you know, you make that final stage of life the easiest possible if you can. And now I'm contradicting myself because I say I tend not to think about it, but I made a movie about it. Well, you know, to me, film is the best medium to and the best art to search deeply into these subject matters that other medium cannot do. So why not make a movie about it? Why not be brave? Why not consider that the audience is clever and will get it, you know, and establish a dialogue about this profound subject? And the other question was editing. Well, editing took a long time in this case because I had a lot of time. Normally I edit myself very quickly, the films. Like, for example, after Lucia, we were still shooting in February and it was in Cannes in May, you know, so it was like immediately. In this case, I was shooting and editing at the same time. Then I kept editing a lot, and then at the end, I kind of reshaped the thing very quickly in a radical way in 10 days. I like having fun with film. I think it's important not to take it too seriously, you know, if you know what I mean. Like, you know, not forget that it's a game, even if you're talking about some very serious subject matter. But you gotta keep it fresh, you gotta play with it. Daniel Illana, D'Espèce et Lucia, et celui-ci commence par un trajet en voiture, et il y a ce final avec l'accident de voiture. Donc je me demandais si c'était pas aussi un message sur la voiture et l'isolement qu'elle apporte dans la société actuelle, et spécialement dans une ville comme Los Angeles. Une deuxième question, c'est le sens du titre, Chronique. Est-ce que c'est un rapport avec le quotidien, avec le fait que les héros du quotidien sont peut-être plus intéressants que les aventuriers des films d'action? C'est là que se passent vraiment les choses. Et dernière question, qui rejoint celle qui a déjà été posée, c'est le fait que votre cinéma est, me semble-t-il, un cinéma de l'affrontement, de la confrontation, de ce qu'il y a de plus dur dans la vie. En l'occurrence, dans les sociétés occidentales actuelles où c'est un peu tabou, le vieillissement, la maladie, la mort, vous vous mettez vraiment en face de ces choses-là et vous montrez comment, finalement, dans nos sociétés actuelles, on délègue tout ça à des travailleurs de l'ombre pour se débarrasser, et on voit très bien l'attitude des familles qui ne veulent pas trop en voir, et qui même, avec cette, je ne sais pas si c'est inspiré de la réalité, mais la plainte pour harcèlement sexuel, c'est vraiment une façon de se retourner cruellement contre la personne qui, elle, entre guillemets, sale travail. Voilà. Now you have the full plate. Yeah, I'll try to. It's actually like a good chat. You know, we should go have a beer and keep talking because I think you really got the film. And yeah, I mean the film, so it's about all those things you mentioned, but I never wanted to point fingers like saying these people don't want to take care of their relatives, so they put you know. But it's what happens in real life. It's the way it happens in Mexico and probably in France. And you know, it's tough moments in life. I hope. I mean, we were making a huge effort to portray that in a not dramatized way, and that's why his character is a good vehicle to that. Cars. Well, cars, you know, it's also part of life. We spend a lot of time in cars. The film begins in the same way than after Lucia. You probably won't believe me, but I didn't realize that until somebody pointed that at me. Yeah, it's the same shot, and it's framed in the same way. I don't know if when a director repeats himself or you find the same elements. Yeah, it's a key scene. Yeah. I mean, we do spend a lot of time in cars. But yeah, and then the end of Chronic, which again, let's not ruin the whole thing, but the end of Chronic and the title, I think you kind of responded to yourself, everything. It's all there. I mean, yeah, I thought it was a good title because, you know, all these chronic conditions that the patients are living through, but also his character, in a way it's a chronic depression. How do you make a film about that that's not boring and that works? I mean, hopefully it works. I see you're kind of smiling. It doesn't feel bad, so I feel a little relieved now. Cesaria,
Petite femme aux pieds nus, Césaria, petite fleur des rues, ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria, Césaria, petite dame aux pieds nus de ton île. Les alizés nous ont portés tes mélodies et tes complaintes. C'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, 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 saudade. Elle est l'âme de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Alors ensuite, à 12h30 a eu lieu la conférence de presse du film en compétition Valley of Love de Guillaume Niclou. Alors vous allez pouvoir écouter dans quelques secondes 3 extraits de cette conférence de presse où nous étions présents. Alors donc concernant le synopsis de ce film réalisé par le français Guillaume Niclou, Isabelle et Girard se rendent à un étrange rendez-vous dans la vallée de la mort en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et ils répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçu après son suicide 6 mois auparavant. Alors malgré l'absurdité de la situation, ils décident de suivre le programme initiatique imaginé par Michael.
Alors donc dans l'équipe du film et les acteurs de ce film sont Isabelle Huppert qui joue le rôle d'Isabelle et Gérard Depardieu qui joue le rôle de Gérard. Donc ce film a été projeté à 15h aujourd'hui au Grand Théâtre Lumière et donc je vous l'ai dit il y a quelques secondes en arrière, la conférence de presse a eu lieu à 12h30, nous étions présents dans la salle et je vais vous laisser donc écouter 3 extraits concernant cette conférence de presse de Valley of Love avec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu et le réalisateur Guillaume Niclou ainsi que la productrice Sylvie Piala au micro également en fin de 3e extrait. D'une certaine façon, Gérard correspondait à ce que j'avais vécu de façon très très puissante dans ce canyon au moment où j'ai visité la première fois ce lieu. Et j'avais sans doute beaucoup de crainte de m'exposer autant à cette représentation par le biais de Gérard. Donc j'ai utilisé au début une sorte de subterfuge qui passait par une mythologie cinéphilique un peu plus récurrente puisqu'il s'agissait de Ryan O'Neal, mais tout ça n'était qu'un leurre finalement et que très rapidement les choses se sont imposées pour que j'aille me confronter d'une façon beaucoup plus sincère et finalement Gérard est le noyau dur du film d'une certaine façon, puisque c'est lié réellement à ce que j'ai vu et à ce que j'ai vécu là-bas. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il y a eu une correspondance évidente entre ma rencontre avec Gérard et la finalité du film. Alors, on va venir à Gérard. Isabelle, vous par contre, vous étiez dans ce projet, en tout cas Guillaume vous en avez parlé assez tôt, notamment lorsque vous avez fait la religieuse, donc vous avez suivi tout ce processus. Est-ce que c'est une façon particulière du coup de travailler, d'aborder un personnage quand on passe par toutes ces stades, des films qui se font, qui se font pas, qui changent de comédien, et puis de retrouver Gérard finalement? Oui, Guillaume m'en a parlé pendant qu'on tournait la religieuse, et puis il est assez obsessionnel, Guillaume. Enfin, c'était un peu comme une idée fixe, donc il me reparlait tout le temps de ce projet. Ça n'était qu'au stade de projet, il ne m'a pas tout de suite donné le scénario. À l'époque, il n'était pas prévu de le faire dans un premier temps avec Gérard, mais il me parlait d'un couple qui voulait réunir dans la vallée de la mort. C'était déjà assez insolite pour que déjà ça me... Enfin, je m'y voyais. Voilà. Il m'a dit peu de choses dessus, mais je crois que c'était la rencontre avec le décor avant tout. Souvent, le cinéma, ça part de ça, de choses un peu inattendues, d'une histoire qu'on projette dans un décor. Ça peut être un paysage, ça peut être une maison, ça peut être un lieu. Et très vite, on se voit peupler ce décor. Et surtout que moi, je connaissais la vallée de la mort, j'y étais déjà allée. Donc, je visualisais assez bien l'endroit. Et j'imaginais ce que ça pouvait avoir de ressort romanesque et fantastique, parce que c'est un paysage, on se croit quasiment sur une autre planète dans la vallée de la mort. Il n'y a rien, on peut se rapprocher à rien. C'est comme un désert, la chaleur évidemment est un élément déterminant, donc tout ça concourt à fabriquer de la fiction, et en même temps je savais aussi que son idée de Guillaume Niclou, c'était d'envisager des personnages plutôt comme des personnes, ce qui me plaisait bien, puisque c'est déjà ce que j'ai envie de faire d'une manière générale, c'est d'approcher les personnages d'une manière quasiment hyper réaliste pour échapper à l'idée que le personnage, qui est toujours une notion abstraite, s'interposerait entre soi et l'aventure du film. Donc lui, c'était son idée de départ, c'était qu'on s'appelle Gérard et Isabelle, et ça crée évidemment un sentiment de proximité. Ça ne veut pas dire que la fiction n'est pas à l'œuvre, mais ça crée d'emblée un aspect documentaire sur le film. Ce qui évidemment le film n'est pas. C'est pas du tout un documentaire sur Gérard et sur moi.
mais ça crée un rapport au rôle qui est très particulier. Et puis le dialogue participait de ça aussi. Il y avait quelque chose de l'ordre de la conversation intime dans ce dialogue qui concourait à cette texture particulière du film. Donc on est à la fois dans une chose très 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 intime et très privée, et en même temps il y a une sorte de chimie assez heureuse, comme un frottement qui se produit entre cette intimité et puis cette immensité mystérieuse, parfois douloureuse, quelque chose d'à la fois humaine et complètement inhumaine dans ce film. Tourner et de vous plonger dans cette histoire un peu singulière. Non, je suis très heureux quand Sylvie m'a... J'avais vu La religieuse qu'avait fait Guillaume, et j'ai vu bien sûr le travail d'Isabelle et cette jeune actrice qui était extraordinaire. Aussi Mademoiselle Louise Bourgoin, enfin bref, il est vrai que La religieuse, je l'avais vu d'autres avec cette période, et celle-ci, elle m'avait particulièrement interpellé, parce que j'ai trouvé une simplicité dans le récit que j'aime, aussi cette forme de violence dans les désirs, mais aussi une sorte de mysticisme un peu gênant dans cette volonté qui est très bon, c'était l'époque aussi. Cette nuit, quand Sylvie m'a apporté, je suis tenu le script et j'étais émerveillé de la petite touche de fantastique et puis de tout ce que ça peut ramener à nous, en nous, cette initiation, ce retour, de retrouver, qui fait 30 ans, de ne pas oublier, enfin, de retrouver ce qui se passe, le vide qu'on a eu pendant 30 ans, à travers une lettre d'un enfant que nous avons fait. Et c'est dans la vallée de la mort. Moi, je connais une vallée de la mort qui était à côté de Châteauroux. donc, et c'est vrai que c'est tout ce qu'on, comment dire, ces actes manqués, de l'oubli de nos états, de nos vies, ces interrogations, comme ça, quand ça nous retombe sur la gueule, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai pas vu dans beaucoup de films, ni même dans beaucoup de livres, sauf peut-être dans des nouvelles de Lovecraft, dans la littérature fantastique. Parce que, ou même dans Bradbury, dans le terrain de jeu, ces gens, cet oncle qui va se mettre à la place de son neveu depuis qu'il endure les souffrances de ses camarades de jeu. Donc ça vient, c'est du domaine fantastique, et on peut dire aussi de ce qui se passe derrière la mort, de ce qui se passe, de toutes ces questions auxquelles on ne peut pas répondre, parce que personne ne peut être connu de la mort. Et donc, je trouve qu'avec La vallée de la mort, avec Isabelle, que je n'avais pas vu, j'ai vu que, bien entendu, dans le quartier, parce qu'on fréquente un peu le quartier, mais c'est vrai que chaque film est une aventure, un voyage différent. Et puis Isabelle en tourne beaucoup, et puis elle fait du théâtre, elle fait des choses. Donc j'étais très heureux de rester pendant 4 semaines, parce que c'est les films qu'on fait maintenant, avant c'était les 8 semaines, maintenant c'est 4. Et c'est très très bien, même 3 même, parce qu'il n'y a pas tellement besoin de... Donc on ne met pas les machines, c'est vrai que peut-être les jeunes vont se détourner, mais oh putain c'est bien. Mais finalement, c'est très enrichissant. Et c'est comme une lecture d'un livre avec des questions essentielles sur ce que nous avons oublié de nous souvenir. Dernièrement, vous avez quelques... Yes. Vous avez quelques scènes avec Isabelle et Gérard, vous êtes plongé dans un film français un peu singulier, en tout cas par rapport à la production habituelle américaine. Comment vous avez regardé ce petit monde s'agiter, jouer Well, it was
Un film sur le deuil, et vous avez connu vous-même le deuil. Est-ce que c'est difficile de jouer un rôle comme celui-là? Est-ce que ça fait remuer des souvenirs à la surface? Est-ce que l'expérience est plus douloureuse que certains autres tournages? Non, pardon, je réponds. Non, ce n'est pas plus difficile. Il est évident que... Mais moi, je n'oserais pas me servir du deuil de Guillaume, par exemple, car c'est un deuil à part, mais en revanche, je peux très bien comprendre le deuil d'un enfant que Isabelle n'a plus vu depuis l'âge de 7 ans, depuis l'âge de 16 ans. Je peux très bien imaginer le poids de ces 2 lettres et de ce rendez-vous. Et ça, il n'y a pas... il ne faut pas les chercher en soi, ces choses-là. Il faut les prendre en nous, Isabelle et moi, parce que Isabelle voyait les doigts. Moi, j'étais plutôt un acteur à la retraite, mais comme je suis maintenant, c'est-à-dire un acteur qui fait 10 000 choses. Isabelle est taxée dans cette chose parce qu'elle y trouve une vie, une force. Et moi, je pense que dans le film, finalement, ça ressemble un peu à cette espèce de chose où je suis un peu spectateur. Mais il y a une chose, un moment très très beau que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est là, quand ils se retrouvent et qu'ils s'embrassent. Ça, c'est magnifique, parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Sur des gens avec qui on a vécu. Et tout à coup, il y a une étreinte. Et cette étreinte devient essentielle. Alors, et puis, il revient. Je trouve que c'est ça qui me touche. Il n'y a pas besoin de savoir, de faire appel à des souvenirs. Mais déjà, rien que le fait de retrouver l'étreinte, c'est magnifique. Isabelle, l'étreinte avec Gérard, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'ils vont s'embrasser, mais et après, on l'a fait. Je trouve, oui, des sensations, des hésitations, comme si pratiquement ils se rencontraient pour la première fois. Je me souviens plus cette très très longue absence. Quand ils se retrouvent, oui, c'est à la fois comme si c'était éternellement connu et comme s'ils se revoyaient. Ils regravissent comme ça toutes les étapes d'une rencontre depuis le début. D'affronter cette lettre aussi, d'affronter cette oui. demande. Alors, Olivier Louiset essayait de passer. Alors, sur des modes différents aussi. Oui. Parce qu'elle y croit, mais lui n'y croit pas. Il y a un scepticisme profond chez lui qui est peut-être. Voilà, enfin, c'est le scepticisme de Gérard dans le film. Mais elle a une croyance. Voilà, dans ce qu'elle est venue trouver, chercher plutôt dans cet endroit. Elle y croit. Et alors, il y a ce qui est beau aussi, c'est qu'au fond, il y a comme un transfert de cette croyance. Elle lui fait cadeau de cette croyance. C'est peut-être ça qui va les sceller pour plus jamais. Parce que de sceptique, lui, il passe à la croyance. C'est pas mal. Bien sûr, il y a les corps, oui, bien sûr. Comment envisagez-vous encore votre travail avec le metteur en scène? Est-ce que pour vous, la direction d'acteur a-t-elle encore un sens? Et sinon, pourquoi? Elle n'en a pas plus maintenant qu'elle n'en a jamais eu, c'est ça. Tout ce qui peut nous ramener à l'expérience ou au poids des rituels et des codes qu'on vient de s'en débarrasser. Voilà. Si on se souvient encore de ça, on peut envisager l'avenir. Si on vit tout dans l'idée qu'on a appris quelque chose, oui, on peut avoir envie
de s'arrêter à un moment donné. Mais la direction d'acteur, ça veut, encore une fois, ça veut pas dire grand-chose. Et puis chaque film est inédit par définition. Le cinéma, c'est toujours, enfin le théâtre aussi d'ailleurs, mais encore plus le cinéma, parce que le cinéma, la langue du cinéma, c'est totalement inédit. C'est une langue qui s'invente à chaque fois selon les personnes qu'on rencontre. De sorte que voilà, on n'a pas le sentiment d'arriver avec le poids d'un savoir ou d'une connaissance. Au contraire, on arrive avec la légèreté de l'inconnu et de l'amateurisme. Ça donne beaucoup d'espoir et d'envie et de désir. D'accord. Laisse-moi, j'ai un mot. La direction d'acteur, ça existe déjà avec le casting qu'on fait, et aussi que les producteurs soient d'accord avec ce casting, puisque les producteurs sont des chaînes de télévision ou des majors compagnies qui rentrent dans l'histoire du film, un budget, et après on choisit des gens qu'on aura de moins en moins à diriger et qui feront l'affaire. Et ça, c'est une chose que j'ai trouvée depuis une vingtaine d'années, petit à petit, on est allé là-dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de producteurs et que c'est très difficile de monter un film sans passer par des gens qui ne connaissent pas grand-chose. Alors, il faut vraiment être un metteur en scène et arc-bouté sur son histoire pour pouvoir monter son film tel qu'il le souhaite. Mais c'est vrai que ça commence là, la direction d'acteur, ça commence par un casting. Et ensuite, il faut laisser le soin. Il y a suffisamment d'acteurs qui ont envie d'acter pour leur permettre de se poser des questions. Et puis, libre au metteur en scène de dire tu m'emmerdes ou d'essayer de l'écouter à fond. Là, il vaut mieux de l'écouter parce qu'il boude. Après, un acteur qui boude est un acteur chiant. Mais il faut demander à Sylvie Piala si elle était d'accord avec le casting proposé par... Oui, Sylvie, que nous n'avons pas entendu, vous allez pouvoir conclure. Comme ça, il y a une conclusion. Bien sûr que non. Non, moi je sais pas quoi dire. J'ai tout écrit sur le... déjà tout écrit. C'est pas... J'ai été émerveillée par le scénario. Et Isabelle et Gérard sont arrivés, enfin tout s'est fait d'une façon tellement naturelle. Moi j'étais persuadée qu'ils avaient quand même déjà tourné ensemble depuis Milou. Mais en fait je me suis rendu compte que non. Donc ça charge, le film s'est chargé au fur et à mesure de beaucoup de choses. Mais non, je suis émerveillée par le film que j'ai produit, ce qui n'est pas très bon signe en général. Mais voilà, ce que je peux dire. Merci, bonne journée à tous. Je te vois refermer la porte de l'appartement. Un soir pour moi tu l'ouvrais, il n'y a pas si longtemps. On va rendre les clés, face à nous la sortie avance. On ne peut plus rien partager, alors on garde le silence. Tous les deux face à face, on revit le même présent. Sauf que le désir s'efface et l'ascenseur redescend. Il n'est pourtant pas si loin le temps où tu prenais ma main, où je guettais venant de toi tes mots pour le premier pas. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer.
3 baisers sur mes joues pour effacer le rêve. Tu poses la fin entre nous en évitant mes lèvres. Sur le trottoir les gens passent, notre peur a de la chance. Je prends la direction d'en face, toi tu t'en vas dans l'autre sens. Il n'est pourtant pas si loin, le temps tu prenais ma main. Et là j'attends sans un sanglot tes pas vers le dernier mot. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Quand on devient de trop, que reste-t-il à échanger? Les derniers mots, même si parfois ils sont les pires, s'ils sont de trop, c'est qu'ils n'ont pas d'avenir. Les derniers mots sont les plus durs à prononcer. Les derniers mots. À 14h30 a eu lieu la conférence de presse du film hors compétition Le Petit Prince de Mark Osborne. C'est son 3e film à son actif après Dropping Out en 2000 et Kung Fu Panda en 2009. Alors au niveau des interprètes, il y a André Dussolier et Florence Foresti qui étaient présents à cette conférence de presse. Nous étions également dans la salle. Vous allez pouvoir dans ce journal écouter 3 extraits de la conférence de presse, notamment Mark Osborne en interview au micro dans cette conférence, ainsi que André Dussolier, Mark Osborne à nouveau, Florence Foresti et la chanteuse française aussi Camille qui était dans le film. Voilà. Donc ensuite ce film a été projeté aujourd'hui au Grand Théâtre Lumière à 11h30 et ce soir la montée des marches à 19h. Alors concernant l'histoire, pour réussir son entrée à la prestigieuse Académie Verse, la petite fille et sa maman emménagent dans une nouvelle maison. Les vacances studieuses de la petite fille, sérieuse et adulte avant l'âge, rythmée par l'emploi du temps rigoureux par sa mère établi par sa mère, vont être perturbées par un voisin aussi excentrique que généreux. Avec lui, elle va découvrir un monde extraordinaire où tout est possible, un monde dans lequel l'aviateur a autrefois croisé un mystérieux petit prince. C'est alors que l'aventure de la petite fille dans l'univers du Petit Prince commence. C'est aussi là que la petite fille redécouvre son enfance. Elle comprendra qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc côté interprète dans ce film, Jeff Bridges pour les Américains, André Dussolier pour les Français qui joue l'aviateur, Florence Foresti qui joue la mère, Paul Rudd, la petite fille, Marion Cotillard, la rose, Riley Osborne, le petit prince, James Franco, le renard, Benicio del Toro, le serpent, Albert Brooks, le businessman, Ricky Gervais, le vaniteux, Paul Giamatti, le professeur et Bud Cort, le roi. Voilà. Un film d'animation français cinéma correspond que le Festival de Cannes dévoilera ce soir, hors compétition, une avant-première mondiale. Dans quelques instants, ils répondront à vos questions. Permettez-moi donc de vous les présenter. À votre droite et à ma gauche, les 2 producteurs français qui ont porté Le Petit Prince, imaginé par Saint-Exupéry, jusqu'aux marches de ce palais. Beaucoup en avaient rêvé, ils l'ont fait. Mesdames et messieurs, Dimitri Rassam et Aton Soumache. Celle dont la voix guide la petite fille sur les chemins de l'imaginaire, la chanteuse, compositrice et actrice française Camille. À sa droite, bien sûr, nous le connaissons tous, un des plus grands noms du cinéma et du théâtre français. Il fait d'ailleurs partie des 3 souvenirs de jeunesse d'Arnaud Desplechin présentés à la quinzaine des réalisateurs et sa voix, reconnaissable entre toutes, est un pur enchantement. André Dussolier, l'aviateur.
À ses côtés, la mère. Actrice et scénariste française, chevalier des arts et des lettres, elle est aussi l'humoriste préférée des Français. Un des sujets de prédilection, la maternité, justement qui lui inspira tout un spectacle. Florence Foresti. Aux côtés de Aton Soumache, next to Aton Soumache, one of America's rising stars with recent roles in Twilight's Breaking Dawn and Christopher Nolan's Interstellar, she's the voice of the girl, Mackenzie Foy. Center stage, as he should be, a versatile artist with a passion for animation. 15 years ago, his animated short More screened here at the Credit Suisse and was Oscar nominated. His Kung Fu Panda was a world success. He's the American director of Le Petit Prince, Mark Osborne. Alors ma première question, bien sûr, sera pour Dimitri Rassam et Aton Soumache. Vous vous êtes battus plus de 8 ans pour produire à travers On Entertainment ce film aussi magnifique, poétique. Il y a d'ailleurs une forme, je trouve, de poetic justice dans vos choix. Antoine de Saint-Exupéry, exilé aux États-Unis, écrivit son roman. Et vous-même avez réuni talents américains et français. Était-ce à vos yeux indispensable pour adapter un tel roman? Non, ce qui était indispensable, c'est que ça soit sincère. Donc le rapport de Marc avec le livre, quand on l'a rencontré il y a 5 ans maintenant, nous a tout de suite convaincus sur le fait qu'il y avait un film à faire. Le livre ne devait être un film que si quelqu'un avait envie de le porter pour les bonnes raisons. Artists from all over the world, really. And it was really important for us to sort of make sure that there was a lot of amazing sort of French texture that was remained included, and so the hearts and souls of many, many French artists are in the movie, including the incredible voice acting. And it was really important for us to reflect that this book is very French, but it's also global. I mean, this book is huge worldwide. And so we've really brought together artists from all over the world who loved the book and wanted to protect the book to help us do that. And the other question... The relationship between the girl and the... between the girl and the aviator. Honestly, I think when I looked into the book and really studied the book, I discovered that the aviator is actually very much like the author, very much like Saint-Exupéry, but it's not actually him. It's a creation. The aviator had never written a book before. This was the first book that he ever wrote. So this was the biggest clue to me that I could actually take liberty and allow that character to get older. As we all know, Saint-Exupéry didn't become an old man. But I thought this was a beautiful way to actually represent the story in a different way, so that the aviator becomes an embodiment of the Little Prince. He's a very old man, yet he has all the wisdom of the Little Prince. And that was actually where I came up with the idea that what a perfect way to sort of represent an opposite version of the Little Prince with the little girl, she's little, but she's a grown-up. And it was really those two key ideas and those two key characters that really drove the story forward. And it really was a matter of this little girl is having her midlife crisis at age 9. She's really on the verge of having to walk through the door into adulthood. So it was very kind of a scary time for her, and she needed a friend. She needed somebody who could be there for her, and that's why the aviator becomes this very perfect best friend and surrogate father, surrogate grandfather, and to really help her learn to have a childhood and open up her imagination and give her the gift of this story to set the course of her life. Là-dessus, il décrivait ainsi son aviateur comme un homme qui est vieux mais qui est à l'intérieur de lui à la sagesse du Petit Prince. Et je voulais savoir si c'est ainsi que vous avez perçu votre personnage et c'est ainsi que vous avez finalement trouvé sa voix, André Dussolier. L'aviateur, qu'il soit jeune ou qu'il soit plus âgé, comme dans le film, il a gardé son âme d'enfant et il habite une maison, en effet, qui est tellement plus agréable à vivre que celle qu'habite la jeune enfant de 8 ans, qui a l'air d'être une adulte avant l'âge, la pauvre.
et qui retrouve, grâce à ce personnage âgé qui habite ce vieil aviateur, le plaisir d'être un enfant et qui va, grâce à son histoire et à l'histoire du Petit Prince qu'il va lui raconter, va retrouver quelque chose, un paradis perdu, quoi, en quelque sorte, de l'enfance. Donc c'était agréable à la fois de garder ce côté enfantin qu'il a en lui, y compris dans sa façon fantaisiste de vivre, et puis de faire entendre par le biais de la voix uniquement l'aspect jeune et puis l'aspect vieillissant, mais tout en gardant la jeunesse qu'il a en lui. Pour Marc, en anglais, about the mother, we see her as she doesn't give any break to her daughter. She's representation of a standardized, a very conformist society. I was wondering what was your inspiration about the mother, et puis Florence, si vous en connaissez des comme ça, vous me parlez un petit peu de cette mère. Je vais d'abord laisser Marc parler du personnage. Well, with the mother, the intention was really to create a symbol of this unhealthy grown-up world that this little girl lived in. And, it ended up becoming, she's not like a tiger mom, and she's not just mean for the sake of being mean. And it was really important to sort of imbue that mom with a real sense of reality. I think I relate a little bit too much to the mom. I think we don't exactly have the life plan in our house, but, it is very hard to find that balance. And I found that was something when I read the book to my children. I was sort of transported back to my youth, back to being a child. I could see what they needed as children, and I'm constantly have this sort of struggle of well, I want them to have good grades, and I want to make sure they get to a good college, and it's like, but they're only 7 years old. It's a very I think it's hard to be a parent because you want to take care, you want to protect them from the world, but at some point you're suffocating them. So it's something that I found came really from my experience. And I found that a lot of people say, yeah, that's us. We have the life plan in our house. Moi, je crois vraiment que c'est un problème que tous les parents connaissent, vraiment. Je suis d'accord, il a très très bien décrit ce paradoxe entre l'inquiétude, l'envie de bien faire, l'envie de préparer un avenir parfait à nos enfants. Et à la fois, on a quand même envie de leur laisser vivre leur enfance, évidemment, et l'équilibre est toujours très très précaire entre ces deux mamans et ces deux papas. D'ailleurs, c'est vraiment pas que les mamans, je pense. Bon, les Américains, ça doit être plus frappant chez eux encore, cette espèce de pouvoir justement choisir l'université quand ils sont même pas nés. Mais on devient comme ça parce que on est inquiet. Voilà, c'est une mère inquiète, et je crois qu'en ça, elle symbolise vraiment à elle seule, ce personnage symbolise vraiment tout le paradoxe de tous les parents. Et ce qui m'a beaucoup touchée chez ce personnage, c'est que c'est grâce à sa fille qu'elle va, elle, grandir aussi. Puisque sa fille va lui aussi montrer le chemin, elle, en ouvrant sa vie à l'imaginaire, à l'enfance, c'est elle qui va prendre sa mère par la main et qui va aussi l'amener à souffler. Et je trouve ça très joli parce que je trouve qu'en tant que parent, on grandit beaucoup grâce à nos enfants. Vous prêtez votre voix. La thématique, elle est quand même pas des années-lumière, dans le sens où le rapport à la maternité, et les enjeux, les stress, on traîne de ce que c'est d'être parent, mais cette mère dans le film n'est pas... répondez monsieur. Elle est bienveillante, c'est un excès d'amour qui l'amène à devenir un peu folle et à planifier chaque minute, chaque seconde de la vie. Il y a quand même une forme d'humour dans son comportement, parce qu'elle est tellement obsessionnelle, justement avec son life plan, avec son planning de vie qu'elle fait pour sa fille, c'est tellement grotesque, heure par heure, de lui dédier des quarts d'heure pour ses amis, enfin son nouvel ami, un quart d'heure pour manger, un quart d'heure pour faire du sport, etc., que finalement ça en devient quand même comique, même si c'est pas le comique que moi je pratique, ça m'apprend d'autres choses. Et qui guide justement cette petite fille sur le chemin de l'ouverture au monde de l'imaginaire. Pouvez-vous nous dire un petit peu, je sais que vous avez déjà évidemment composé des musiques de films, des chansons qui ont été récompensées, mais parlez-nous de votre aventure sur ce film. Oui, Hans Zimmer m'a appelé et tout de suite il m'a expliqué qu'il souhaitait que ma voix soit guide la petite fille et soit comme sa voix intérieure tout au long du film et indique aux spectateurs, sans être illustratif, où est-ce qu'elle en était un peu à l'intérieur.
Et donc la voix se décline de différentes manières. Au début, c'est juste une voix chuchotée, très très intimiste, et puis il y a la voix existe dans les moments instrumentaux ou d'action sous forme de chœur, et puis elle se développe sous forme de chansons avec des textes à plusieurs moments dans le film. Un moment où c'est le moment où elle rencontre l'aviateur et où elle joue avec lui, donc c'est très joyeux. Et un moment où sa maman la force à retourner au travail, donc ça c'est triste. Comfortably sad. Song. Triste mais pas trop non plus. Et puis un autre moment où c'est un clin d'œil à la vieille chanson française, puisque l'aviateur l'a conduit dans une très vieille voiture. Et bon, l'aviateur est français, et donc on entend une vieille chanson française, donc ça c'est un clin d'œil. Voilà, c'est une chanson originale, mais voilà, avec un petit côté années 40. Quelque chose de très libérateur et très, très agréable dans le fait de ne faire qu'une voix et de ne pas se dévoiler physiquement, je trouve. D'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte à quel point on est quand même attaché à l'apparence, même si on essaie vraiment de s'extraire de ça, de la séduction de l'apparence. Quand on est acteur, j'espère, enfin je crois, on fait surtout comique en tout cas. Et surtout quand on est comique. Mais alors vraiment, quand on se débarrasse de l'enveloppe et qu'il ne reste que la voix, c'est jubilatoire parce qu'on n'est plus que dans l'intention, puis on doit faire passer. Et puis moi, j'aime beaucoup jouer fort. Je ne sais pas comment vous dire. Enfin, je ne veux pas étouffer les émotions. Ce qui fait que la voix permet vraiment, et a besoin de ça. Les films où il n'y a que des voix de comédiens, on a vraiment besoin qu'elles expriment tout ce que le corps pourrait faire. Voilà, donc. Pour moi, c'est jubilatoire. Moi qui aime jouer gros, c'est un bonheur. Et puis surtout, c'est un bonheur d'oublier son enveloppe charnelle parce qu'on n'a peur de rien, on n'a pas peur de grimacer, de sembler ridicule. Et super agréable de se glisser dans la peau d'un personnage, surtout quand ils sont bien écrits comme ça. Qui souvent aussi avait été narrateur, donc la voix pour vous est un instrument précieux, je crois. Oui, mais c'est le même travail que pour incarner un personnage sur une scène ou devant une caméra, mais c'est un défi supplémentaire parce qu'on a le seul élément de la voix, et avec la voix on peut faire s'amuser, en tout cas faire passer beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, beaucoup de petits détails comme ça, avec pas grand chose, mais justement tout est focalisé. Orson Welles disait une chose à propos de la radio qui était pas mal. Il disait la radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio l'écran est plus large. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute les voix, on imagine beaucoup de choses, et avec une voix on peut faire passer pas mal de sentiments et de nuances. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins, tu laisseras tous tes chagrins. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords. Le vent du large les balayera. Mon île, je te la donne. Mon île, pour qu'elle te porte.
comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île. Aujourd'hui à 16h30 en salle Buñuel a eu lieu la remise des prix, la projection des films primés de la Ciné Fondation. Donc le jury de la Ciné Fondation et des courts-métrages a été présidé cette année par Abderrahmane Sissako, composé de Cécile de France, Johanna Hadji-Thomas, Daniel Olbrinski, Rebecca Zlotowski, et ils ont décerné les prix de la Ciné Fondation lors de cette cérémonie en salle Buñuel, suivi de la projection des films. Comme je vous l'ai dit, la sélection comprenait 18 films d'étudiants au cinéma, choisis parmi 1593 candidats en provenance de 381 écoles dans le monde. Le premier prix est attribué à Cher, réalisé par Pipa Bianco. Le deuxième prix, Locas Perdidas, réalisé par Ignacio Juricic Merilan. Le troisième prix ex aequo The Return of Erkin, réalisé par Maria Guskova. Et le troisième prix ex aequo également, Victor 10, réalisé par Yann Garrido Lopez, qui nous vient tout droit d'Espagne. Les prix sont accompagnés d'une dotation de 15 000 € pour le premier, 11 250 € pour le deuxième et 7 500 € pour le troisième. La lauréate du premier prix a également l'assurance que son premier long métrage sera présenté au Festival de Cannes. Et pour terminer ce journal du 22 mai 2015, en direct et en podcast depuis Cannes, comme vous l'entendez, il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures sur la croisette. La shortlist des VIP présents à Cannes aujourd'hui: Woody Allen, Alexandre Arcadi, Antonio Banderas, Louise Bourgoin, Carole Bouquet, Vincent Cassel, Laurent Conté, Marion Cotillard, Gérard Depardieu, Isabelle Huppert, André Dussolier, Adèle Exarchopoulos, Florence Foresti, Brigitte Fossé, André Dussolier, Tim Ross, Irène Jacob, Sina Miller, Jérémy Régnier, Michel Franco, Guillaume Niclot, Eva Riley, Sarah Sunderland, Daniel Thompson, Agnès Varda, Lambert Wilson et Sylvie Piala. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, que vous savez quasiment tout sur les infos du jour et les actualités de la Croisette et du 68e Festival de Cannes aujourd'hui, en ce vendredi. Je vous dis rendez-vous demain sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr, pour un prochain journal radio RVPB. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur notre réseau Twitter, @asso-rvpb. Vous pouvez retrouver toutes les photos en live de la journée. Voilà, merci à tous et à demain. Ciao, bye bye.